Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Ouverture philosophique. Collection Ouverture philosophique. Série Art vivant. Co-dirigé par Jean-Marc Lachaud, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et par Martine Malleval, maître de conférence à l'Université de Lorraine. La série Art vivant a pour objectif de publier des ouvrages individuels ou collectifs, affirmant des partis pris esthétiques et artistiques critiques. Les champs privilégiés concernent le développement de pratiques transversales, qui bousculent les repères établis et les normes à partir desquelles était jusqu'alors appréciée et évaluée la création scénique, qui efface les frontières reconnues tant d'entre les arts qu'entre ceux-ci et d'innombrables petites formes et qui facilite le déploiement d'un art scénique hors limite. La représentation et la mise en scène de corps indisciplinaires, qui s'insurgent contre les conventions dominantes et fomentent d'intempestifs débordements salvateurs, en bricolant sans modèle préétabli et en dérobade constante, de troublantes et de provocatrices figures en tension. Les rapports complexes entre esthétique et politique, les nouvelles formes d'engagement et l'analyse de démarches, d'œuvres et de spectacles radicaux qui, refusant la logique de la domination et la soumission aux aliénations contemporaines, participent à l'émergence d'une esthétique de l'émancipation. Dernière publication. Manuel NORVAT, Le chant du divers, Introduction à la philopoétique d'Édouard Glissant 2015. David Brunel, La photographie vue de dos. Une aventure spéculaire 2015. Martine Malleval sur la piste des cirques actuels 2014. Cécile Boët, Cinéma et politique en Syrie 1970 à 2010, 2014. Marc Jiménez, Dire, l'art entre fiction et réalité 2014. Cyril IASCI, Le corps qui reste. Travestir, danser, résister. 2014. Esmélis TEZKAN, vidéo et identité. Pratique d'artiste au Brésil, en France et en Turquie 2014. Faire de l'art dans les lieux publics. Dira-t-on, ainsi que le propose Nathalie Heinisch à propos de l'art contemporain, que les arts de la rue sont devenus un paradigme, puisqu'il ne s'agit plus uniquement d'œuvres, mais aussi d'une administration entière, de revues destinées à les légitimer, de compétences acquises et transmises dans des centres de formation, de médiation, de villes garantes, de festivals et lieux de dépôt d'une mémoire, etc. Sans doute vaut-il mieux s'abstenir de suivre cette voie si la conséquence risque d'être de figer les arts qui se font dans la rue dans un moule, de laisser croire que tout art critique est dissous et que le public est formaté à cette aune. D'ailleurs, croisant eux aussi témoignages historiques, enquêtes précises sur les institutions, interprétations philosophiques, dans ses travaux accomplis de 1970 à nos jours, Martine Malleval et Jean-Marc Lachaud donnent à cet objet artistique et esthétique tout à la fois une vigueur et une dynamique qui se substituent fort bien aux platitudes habituelles le concernant. Injustement, le discours convenu enrôle les arts de la rue dans la recherche du sens de la communauté. Il loue les vertus politiques de l'esthétisation des lieux publics par ces arts, et fait de la ville, de la rue ou de la place publique le point focal d'une identification du principe politique à la simple police des mœurs opérant par son pouvoir esthétique. Chacun constate fort aisément que cette police esthétique vise uniquement la mise en ordre du corps social, en plaçant les lieux urbains, les places publiques, C'est ainsi que domine, autour du geste de faire de l'art dans les lieux publics, la vision pieuse d'un bien commun, unique et uniforme, excluant par avance toute transformation, ou que beaucoup valorisent les pratiques de nébuleuse acoustique ou d'immersion des spectateurs afin de mieux éviter les confrontations et les polémiques. En contrepoint,
les travaux de Martine Maleval et Jean-Marc Lachaud montrent autre chose. Certes, ils relèvent fort bien que, habitude aidant, de nombreuses propositions artistiques se cantonnent à imiter du commun par des invitations personnelles, faites aux passantes et aux passants, à s'isoler de la réalité, à travestir une résistance nécessaire à la minoration en un retrait individuel. Aux yeux de trop d'artistes, pensée publique, c'est dans les conditions de la démocratie de masse, chercher à faire grand pour des flux publics. Martine Maleval et Jean-Marc Lachaud insistent sur les dissensus dans les pratiques des arts de la rue, et donc sur d'autres pratiques. Les conclusions des auteurs prêtent ainsi à changer notre regard sur eux, à partir de projets et objectifs qui contribuent plutôt à faire art dans les lieux publics qu'à faire de l'art dans ces lieux. Et par 3 fois. Par le biais de la question de l'exposition en public, par la question du rapport aux spectatrices et spectateurs, par l'évocation de la censure. En suivant le fil des analyses publiées ici, on s'aperçoit vite qu'une nouvelle forme de critique s'installe dans les lieux publics. Elle n'est plus celle des œuvres seules, chacune pour soi, critique ou interactive ou non. Elle repense la politique des arts comme un processus de désassignation et de subjectivation. Elle consiste en l'ensemble articulé en public des œuvres rencontrées, lequel pourrait provoquer de nouvelles circulations au sein desquelles se joueraient de véritables et nouveaux processus politiques. C'est le mouvement déclenché entre les œuvres présentées par les artistes de rue qui pourrait devenir le réceptacle critique de nouvelles fictions, petits et grands récits, à partager en public, à partir des projections des uns et des autres sur les rapports entre les œuvres, et à partir de la formation d'une sensibilité à l'hétérogène et au partage. Partage de l'espace et partage de la parole, en 2 sens du terme partage. C'est le travail de l'art portant la possibilité d'une telle interaction, spatiale et langagière, entre spectateurs nomades et vagabonds, qui pourrait activer un espace public, lequel cesserait de nous faire considérer les lieux publics comme une sorte de white cube réservé à des œuvres un peu plates descendues dans la rue et des spectateurs polissés. Et celui-là n'hésiterait pas à se faire dit sensuel. Encore une fois, cette nouvelle donne organisée par des arts de la rue, y insistent finalement les auteurs, ne concernerait plus les œuvres seules ou l'espace public seul. Les premières ne promettent souvent que le sensible partageable en s'identifiant trop vite au tout, le second ne promet fréquemment que le tout sans différenciation. Ce ne serait que par la simultanéité et la multiplicité des activités, en archipel, tout à la fois artistiques et politiques, qui se distribueraient dans les lieux publics, qu'une pulsation commune et des interférences entre acteurs pourraient vivifier un autre espace public. Venons-en alors aux spectatrices et aux spectateurs, dont on rappellera qu'ils n'existent pas en soi. Si les œuvres agissent sur le déplacement des passants, sur le temps disponible dans les lieux publics, si elles mettent à l'épreuve les immersions possibles, la construction envisageable de récits, la confiance ou non mise dans le grand récit public local, elles donnent aussi l'occasion de parler en public, d'oser parler en public et de trouver les voies d'un langage commun, fût-il momentané. Là est la ressource d'une autre politique des arts et d'une émancipation des spectateurs. Dès lors, il apparaît non moins clairement que ce n'est pas tant le problème d'être acteur dans l'espace public, la mode, le portable, le selfie y suffisent ou y poussent d'une manière particulière qui est en jeu, mais celui de devenir acteur de l'espace public. En un mot, l'art ne peut guère faire autre chose qu'impulser notre devenir public ou notre devenir enjeu central de l'espace public. C'est en ce point que s'active la mutation de la passante ou du passant en spectateur. Dans l'entre-deux des œuvres multiples, l'entre-deux d'une lumière ou d'un mur peint, d'une trace murale ou d'un son joué devant soi, mais aussi d'un slogan ou d'un appel qui fait jouer le visible, sans faire scène particulière, avant que les citoyennes et citoyens, que sont aussi les artistes, construisent une véritable scène politique. 2 mots encore sur la censure des œuvres, évoquée à juste titre dans cet ouvrage. D'autant que les censures, depuis les derniers textes de Martine Maleval et Jean-Marc Lachaud, n'a cessé d'amplifier ses méfaits. Elle est de plus en plus courante de nos jours, et dans nos démocraties. Nous n'évoquons même pas un pays totalitaire. D'ailleurs, la politique de censure s'y déploie sans doute d'une autre manière. Désormais, censure économique mise à part, à l'heure où il n'est plus de critères reconnus de l'art, plus de critères objectifs partagés dit-on, et où il n'est plus question de leçons de l'art, les censeurs n'ont plus d'autre solution que de détériorer les œuvres, à la limite de la dérive pathologique personnelle, ou de trouver un nouveau biais pour énoncer la censure. Cette œuvre n'a pas sa place ici ou là, disent-ils fermement.
Ce n'est évidemment pas une affaire de changement de goût. C'est la volonté de maintenir un magistère sur les esprits des futurs visiteurs, ou du futur public, qui pourraient approuver l'œuvre, et par conséquent prendre leur place de véritables sujets politiques. Il ne faut jamais oublier que dans de tels cas de suspension de la liberté de création, l'un des problèmes philosophiques posés par la censure est qu'on prive le lecteur spectateur de son jugement, on l'infantilise en ne lui laissant pas voir les œuvres en question. Il faut réfléchir à ceci. Quel lecteur spectateur se façonne dans ces décisions de censure prises en son nom? Christian Ruby. Avant-propos. Les arts de la rue ou les arts dans l'espace urbain possèdent désormais une légitimité. D'une émergence sauvage, donc, souvent réprimée, durant les années 1970, cette pratique artistique a connu une structuration institutionnelle sous l'impulsion du ministère de la Culture durant les années 1980. Ce dernier a même organisé le Temps des Arts de la rue, 2005 à 2007, afin d'ancrer des actions et initier des perspectives pour répondre à une demande du secteur encore fragile. En 2005, l'ouverture de l'école FAI-Art, formation avancée et itinérante des arts de la rue, complète les mesures. La particularité du déploiement des œuvres dans l'espace public est marquée par son hétérogénéité, tant dans les arts réquisitionnés, théâtre, danse, musique, arts plastiques, sans ignorer leur mélange productif, que par les techniques de jeu et de scénographie utilisées. Quant au street art, dont le point de convergence n'est sans doute pas que l'espace de représentation, s'il s'est développé parallèlement, il voit désormais ses productions exposées dans les galeries d'art contemporain. Si, dans les années 1970, ces formes alors marginales prétendaient contester la réalité existante de la société, aujourd'hui, même si certains artistes et compagnies revendiquent un tel parti pris, l'intérêt que leur portent les pouvoirs publics et les décideurs n'est sans doute pas sans incidence sur les modalités de création et les sollicitations que ces productions proposent aux spectateurs passants. Les textes rassemblés ici constituent les jalons d'une recherche parallèle des auteurs, sur plus de 15 ans, mêlant analyse théorique et critique esthétique. Ils permettent d'appréhender ce champ artistique dans un contexte historique en offrant une promenade errante au travers de propositions artistiques originales et significatives de la vitalité des compagnies et des artistes qui œuvrent dans cet espace difficile à conquérir que représente la rue. L'enjeu est esthétique, mais aussi politique, comme le montrent ces derniers temps de récentes polémiques ou actes violents visant des productions. Théâtre et rue en France, des années 1970 à aujourd'hui. L'abandon du théâtre d'intervention est une conséquence de l'agonie des idéologies. Mais on sent poindre un théâtre du questionnement qui s'accommode bien de la rue. Dominique Oudard. Dans son ouvrage consacré aux années utopiques, Gilles Delannoy écrit avec perspicacité que le mouvement contestataire qui se développe tout au long des décennies 1960 et 1970 prend forme et sens au travers de deux aventures, l'une politique, l'autre contre-culturelle. À chaque terrain d'action, correspondent évidemment une logique de refus spécifique, des aspirations et des programmes revendicatifs particuliers. Cependant, s'il est légitime de distinguer les idées et pratiques critiques propres à ces engagements, il est faux de penser que tout sépare les acteurs de ces champs militants. De multiples connivences, souterraines, momentanées, fortuites, existent et indiquent avec force que ces aventuriers souhaitent concrètement et globalement changer la vie, Arthur Rimbaud, et transformer le monde, Karl Marx. Ainsi, par exemple, les agitateurs de Vive la Révolution proclament, pour en finir avec le malheur, selon l'expression de Roland Castro, la nécessité de fusionner la révolution politique, la psychanalyse et la contre-culture. Dans ce contexte, au sein duquel l'art et la culture ne sont pas épargnés par des remises en cause radicales, Herbert Marcuse observe avec pertinence que les jeunes rebelles, en prônant la contestation permanente et le grand refus, dénoncent l'empreinte de la répression sociale jusque dans les expressions les plus sublimes de la culture traditionnelle. S'affirment en France, dans la rue, des formes théâtrales qui, en rupturesse, hors des murs du théâtre conventionnel, expriment les idéaux d'une époque tumultueuse. Lointains héritiers du théâtre d'agit-prop des années 1920, en correspondance plus étroite avec les expériences, entre autres américaines, d'un théâtre activiste et gesticulatoire, souvenons-nous du Teatro Campesino soutenant les grèves des ouvriers agricoles mexicains,
de la San Francisco Mime Troupe déclarant pratiquer un théâtre guérilla, ou du Bread et Puppet Theater dénonçant, en manipulant des marionnettes géantes, la guerre du Vietnam. Ces collectifs participent plus ou moins directement aux luttes en cours, portent les valeurs novatrices expérimentées par le mouvement et visent par leurs interventions événementielles, sans toutefois totalement négliger les enjeux esthétiques, une efficacité immédiate. En ces années-là donc, nous rappelle Georges Banou, faire du théâtre dans la rue avait alors à voir avec la libération et non pas avec l'éblouissement, avec le désenclavage du public et non pas avec son animation. Ces propositions aujourd'hui pudiquement nommées arts de la rue avaient effectivement pour objectif, précise Olivier Claude, de faire passer un message politique, social, insolite ou festif au public population. Au cœur de l'espace public, ces agitateurs bricoleurs pratiquaient des formes spectaculaires, corrosives, bruyantes et colorées. Dans l'euphorie, et dans un brassage relativement confus parfois de repères idéologiques et artistiques hétéroclites, naissait malgré tout, pour reprendre le jugement de Nicolas Roméa, un art à part entière. Les très précises analyses que Philippe Ivernel produit à propos du théâtre d'intervention ne sont pas inutiles pour mieux cerner l'identité insaisissable de ce foisonnement théâtral. Celui-ci, en effet, considère que ces formes indisciplinées oscillent entre un pôle militant et un pôle désirant, renvoient à la prise de parti ou à la prise de parole. Rappelons, au regard de cette approche, quelques partis pris significatifs et démarches exemplaires. L'engagement et le militantisme d'Armand Gatti est théâtral et politique. Ces petites pièces, qui pouvaient être jouées n'importe où, rassemblées sous le titre Petit manuel de guérilla urbaine, les marionnettes et d'ADZ Ibaos de la colonne IAD, spectacle donné en 1972 dans une usine désaffectée de Bruxelles, ou la tribu des Carcanas en guerre contre quoi, qui fit vibrer les rues avignonnaises en 1974, le démontre clairement. Le théâtre, pour Armand Gatti, doit ainsi offrir matière à réflexion, à discussion et développer les contradictions. Mêlant puissance poétique et vigueur politique, le théâtre à bretelles, créé en 1973 par Anne Kessman et par Laurent Bormand, leur premier spectacle, protestait contre l'état de la ville, contre une ville en train de se privatiser, participe activement et joyeusement aux nombreuses grèves qui ponctuent le quotidien du début des années 1970 pour Anne Kessman et Laurent Berman, qui occupent régulièrement avec accordéon et castelet boîte à images le marché Convention, dans le 15e arrondissement de Paris, en contant de fabuleuses petites histoires. L'important, c'est la rue, c'est l'événement qui constitue la rupture des emplois du temps, l'instauration des apostrophes. Une autre parole, la reconquête d'un espace perdu, la certitude des retrouvailles populaires. Le Grand Magic Circus et ses animaux tristes, dirigé par Jérôme Savary, propose des parades et des spectacles provocateurs et hilarants. Cette troupe insolente, qui n'hésite pas à se produire dans le cadre de manifestations politiques, aux côtés de François Mitterrand à Château-Chinon par exemple, ou à défier les prétentions moralisatrices du maire de Tours, invente un théâtre débridé, chahutant brutalement les idées et convenances dominantes. D'importants rassemblements, par ailleurs, rythment cette émergence brouillonne. Dès 1973 jusqu'en 1976, chaque année, grâce à Jean Digne, Aix-en-Provence devient pour quelques jours ville ouverte aux saltimbanques. Se rassemblent tous ceux qui veulent, dans un espace urbain reconquis et momentanément convivial, communiquer sans barrière avec le plus grand nombre. Parades de rue, jongleurs et battleurs, marionnettistes, troupes marginales, musiciens en tout genre, funambules. Transforment la ville. Des personnages hauts en couleur sont à l'origine de ces moments d'échange et de bonheur. Parmi beaucoup d'autres, Jules Cordière et son Palais des Merveilles, Claude Crépin et le Théâtre Acide, Jacques Lifshitz et le Théâtre de l'Unité. De fait en fait, il s'agissait d'échapper à la vieille pesanteur sociale et de construire au présent un autre monde. Ce théâtre rebelle et différent vise la déconstruction des fondations d'un ordre politique, économique, social et culturel, jugé dépassé. Romantique et libertaire, il fomente sans compromis jusqu'à la licence un désordre salvateur, expérimentant avec allégresse les possibles d'une vie désentravée et excessive. L'espace public, ainsi contaminé par de multiples événements imprévus et surprenants, est appréhendé comme un lieu idéal pour corrompre les bases du monde administré et pour inventer dans l'urgence, en complicité avec des spectateurs acteurs impliqués, une autre vie. En s'appropriant sans autorisation préalable la rue, transformée soudainement en forum,
ce théâtre souhaite s'adresser sans intermédiaire à ceux, le public masse, qui ne fréquentent pas les salles bourgeoises. Rejetant le théâtre en conserve, il conçoit la rue comme la maison de la culture de tous les gens qui n'ont ni le temps ni l'envie d'y aller. Des lieux a priori non destinés à l'art et à la culture accueillent dès lors ces intrusions théâtrales. Nous allions dans les usines, dans tous les territoires bons à prendre, dans les cités qui commençaient à avoir des problèmes, se souvient Michel Crespin. Pointant les limites du processus de démocratisation culturelle entamé depuis la Libération, ce théâtre interventionniste veut instaurer une réelle démocratie culturelle. Renouant avec la tradition carnavalesque et réhabilitant l'univers de la fête foraine, redécouvrant les petites formes méprisées par la haute culture, cirque, marionnettes, et réutilisant le savoir-faire des cognes-trottoirs, ce théâtre clame haut et fort son caractère populaire. Sans totalement négliger l'impact des mots, le théâtre dans la rue privilégie cependant, par souci d'efficacité, l'affirmation scandaleuse des corps, la force signifiante des gestes, la fureur démystificatrice des images. Par l'action directe et par l'effervescence que celle-ci provoque, ce théâtre fauteur de troubles, qui se heurte évidemment à l'appareil répressif du pouvoir, arrestation, amende, bouscule sans concession les modèles de vie qui ordonnent le quotidien et requiert pour esquisser l'avenir les ressources d'un imaginaire, individuel et collectif affranchi. Exaltée ou sereine, criarde ou silencieuse, gaie ou sinistre, insurrectionnelle ou indolente, la rue est un nœud de passage complexe. Les contradictions tourmentées de la comédie humaine s'y déclinent sans phare. En l'arpentant inlassablement, en provoquant d'insignifiantes ou de tonitruantes secousses, ce théâtre, délicatement ou sauvagement, s'efforce de déchirer le voile qui obscurcit le surgissement impromptu du différent. Tel fut le Paris, politique et festif, d'une génération qui cherchait sous les pavés la plage. À partir des années 1980, alors que les utopies s'essoufflent, que la gauche gestionnaire s'installe dans les palais de la République, le théâtre de rue, lentement mais progressivement, s'inscrit, comme le constate Jean-Luc Baillet, dans le champ institutionnel de la politique publique des arts de la scène et du spectacle. La profession se structure, le nombre de compagnies augmente, une réflexion concernant le rapport à l'espace urbain et la relation à un public hétérogène s'organise, les festivals, soutenus par le ministère de la Culture et ou par les collectivités de proximité, se développent. Le théâtre de rue est non seulement un fait artistique, mais plus encore, un incontournable phénomène de société. Certaines compagnies, pour répondre à une demande de plus en plus pressante et au gré des commandes, sont amenées à produire des spectacles essentiellement récréatifs et à animer des manifestations à but ouvertement non artistique. Simultanément, le théâtre de rue peut être mobilisé et instrumentalisé. Il n'est pas rare par exemple, que des troupes soient sollicitées par des élus pour pacifier des quartiers en jachère en tentant de panser les plaies sociales dont souffrent les laissés-pour-compte du néolibéralisme économique. Pour éviter ces pièges, d'autres compagnies modifient leur mode d'intervention. Tel est le cas d'Ilotopie, qui ne souhaite ni s'adresser à un public consommateur ni se consacrer à un quelconque assistanat social. Depuis plus de 20 ans, ce collectif, dont les œuvres reposent sur une étroite articulation entre création plastique et jeu théâtral, élabore un étonnant théâtre-performance. Des individus nus et colorés parcourent la ville, interrogeant notre crainte face à la manifestation de leurs différences, les gens de couleur 1985. Des femmes et des hommes enfermés dans une cage répètent docilement et mécaniquement des gestes inhumainement stéréotypés et sont, jusqu'à être totalement fixés, recouverts d'une mousse polyuréthane, mousse en cage 1987. Dans les quartiers nord de Marseille, un HLM se transforme, les habitants peuvent utiliser une limousine pour faire leurs courses, en Palace 5 étoiles, Palace à loyer modéré 1990. Jusqu'à Palace, nous déclarait récemment Bruno Schneblin, nous utilisions l'univers de la ville et nous y introduisions du désordre. Aujourd'hui, l'espace de la rue s'est tellement banalisé que j'ai le sentiment qu'il est quasiment indétournable. Il est entièrement surchargé de signes. Il y a surtout deux espaces qui me semblent grillés politiquement, le centre-ville, les rues piétonnes et les banlieues ghettos. De nouveaux dispositifs sont donc expérimentés par Ilotopie. Ces actions-spectacles ne s'en prennent pas brutalement à l'ordre existant. Profondément soupçonneuse à l'égard de ce qui est établi, impertinente vis-à-vis de l'arrogance des codes dominants, insolente face à la pesanteur des habitudes et à l'hypocrisie des faux-semblants,
Les images vivantes que la compagnie dépose dans un espace public, ouvert ou fermé, créent des brèches et entraînent presque mine de rien l'interruption du cours normal des choses. D'autres compagnies, irréductibles, croient toujours au pouvoir déstabilisateur d'opérations coup de poing. En 1994, Pascal Larderet fustigeait l'artiste de rue obéissant au bon goût ambiant des choix directifs de l'État, ou, de ceux qui le représentent, les élus de la Grande Loterie nationale du copinage, continuant à défendre fièrement un carré de liberté chèrement acquis, et la possibilité d'intervenir dans les espaces conquis sur le mieux-disant culturel. Pratiquant un théâtre de rue périssable, sa compagnie, Turbo Cacahuète, par le recours au mauvais goût, à l'humour, parfois noir, au loufoque, au scandale, veut créer des effets de surprise, troubler l'atonie de la quotidienneté, alimenter les rumeurs les plus folles, provoquer des réactions prises de parole, bref, dérider la ville et ses habitants. Dans la vitrine d'un charcutier, un homme nu, paré et prêt à consommer, est délicatement exposé allongé sur un plat. Dans celle d'un commerce bon chic bon genre, une fille en porte-jartel, assise sur un tabouret, croisant et décroisant les jambes, passant sa langue sur ses lèvres, attend un éventuel client, les vitrines. Des centaines de couronnes mortuaires sont disséminées dans la ville. Un jour plus tard, un cimetière surgit à la place d'un square, les envahisseurs. Quelques 250 poupées gonflables sont installées dans différents quartiers de la ville. Afin de tester le taux de lubricité des habitants, les envahisseurs, seconde version. Des années 1970 à aujourd'hui, le contexte a profondément changé. D'une part, le temps des certitudes et des croyances en des lendemains qui chanteraient n'est plus. D'autre part, comme l'observe Robert Abirached, le degré de permissivité de notre société augmente, et celui-ci de conclure que tout ce qui peut advenir à un auteur, de loin en loin, c'est de mériter une amende ou de fâcher sérieusement un mécène. De même, sommes-nous obligés d'admettre que l'espace public contemporain, territorialisé, quadrillé, réglementé, est de plus en plus envahi et lesté de signes hétéroclites. Le passant, spectateur volontaire ou involontaire, est sollicité par des propositions éclectiques. Si les arts plastiques, la musique et les arts du spectacle, théâtre, danse, cirque, manifestent leur présence fixe ou déambulatoire, d'autres événements spectaculaires et occasionnels y sont organisés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.